Merci déjà à tous d'être là. Merci Pauline et Cyril pour l'invitation. Donc moi je suis Guillaume, je suis cofondateur du cabinet Point du Jour Conseil. On a cofondé avec Paul ce cabinet pour, on va dire, déployer notre vision et les valeurs qu'on souhaite porter au conseil en financement et conduite de l'innovation. Donc on est un jeune cabinet qui va à 3 ans et demi maintenant, et on accompagne une majorité de startups présentes dans notre portefeuille pour le moment. On est majoritairement basé, enfin nos clients en tout cas sont basés en Île-de-France avec quelques présences en région. Et donc on a, voilà, par le biais de ma relation avec Cyril, j'ai on va dire le plaisir de pouvoir suivre les startups de market leader. Et dans ce cadre-là, je vais vous présenter ce soir quelques tips, quelques conseils en fait pour bien penser sa stratégie de financement de l'innovation. Et puis vous donner quelques pistes justement de réflexion, et notamment, comme vu la thématique de l'incubateur Market Leader, vous donner aussi quelques actualités, notamment sur le financement de l'économie sociale et solidaire par le biais du plan de relance. Donc, je vais vous partager mon écran si ça marche. Donc c'est bon, tout le monde voit le support? Ouais, super. Et du coup, il y a Jamel qui est en train de nous rejoindre. Donc, Jamel, tant mieux pour toi, tu arrives pour le tout début de la présentation. Bienvenue Jamel, bonsoir. Donc Ah, voilà bonsoir. un peu le plan, donc c'est ce que je vous ai présenté brièvement. Donc en matière de financement public, qu'est-ce qu'il faut retenir des financements publics? On va, dans ce cadre, dans la présentation que je vais vous faire, je vais présenter un peu le focus sur les financements publics par rapport aux financements privés, et notamment l'introduction va se focaliser par rapport à ce qu'on connaît des financements privés et les vertus que peuvent avoir les financements publics. Donc notamment, la principale caractéristique des financements publics, c'est ce qu'on appelle un financement non dilutif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage de parts sociales au niveau du capital. C'est un financement qui permet de partager les risques. Donc, comme on va le voir, tout projet d'innovation comporte une notion de risque, qu'elle soit technique, commerciale. Et les financements publics permettent aussi, de par toutes les démarches que vous allez entreprendre pour monter le dossier, de challenger la stratégie d'innovation et la stratégie de mise en œuvre de ce développement de produit. Et puis, en même temps, c'est aussi un moyen de valoriser justement votre innovation par le biais d'actions de communication, notamment si vous tenez des labels. Ça permet aussi justement de valoriser vos actions d'innovation. Et le point, surtout, je crois que, alors, petite précision aussi, peut-être en préambule, cette présentation-là vient dans la suite de ce qu'a pu vous présenter Gaylord la semaine dernière. Donc là, on va dire, dans la phase qui suit l'identification, ou en tout cas la recherche de certaines pistes de financement. Voilà. Et donc, sur les vertus du financement public, un des avantages également, c'est ce qui permet d'avoir un effet de levier sur les financements privés notamment. Parce que donc, le fait que vous soyez financé par BPI-France apporte une caution, une reconnaissance de la valeur de votre innovation et quelque part de votre entreprise. Et donc, c'est un effet justement un peu incitatif pour les financements privés. Donc, en préambule, les prérequis, on va voir plus en détail, mais quand même les trois grands points à valider avant de vous poser la question même de quel financement je pourrais bénéficier. C'est déjà d'avoir des dépenses à valoriser, donc notamment une masse salariale, donc du personnel, idéalement, un niveau de fonds propres suffisant, c'est-à-dire que si votre fonds propre se limite à votre capital social de 1 000 €,
En termes de financement public, ça va être, la recherche va être quand même assez difficile. Et il faut que vous ayez un degré d'incertitude en termes techniques ou on va dire, dans le développement de votre produit. Là-dessus, j'ai une question, Guillaume. Ouais. Quand tu parles des limites, enfin des fonds propres nécessaires Oui. à l'obtention d'aide, ça, on l'a bien remarqué que c'était à peu près en général 1 euro en fonds propres égale 1 euro recevable, on va dire. C'est quoi tu vas peut-être en parler après, hein, mais les leviers pour augmenter nos fonds propres, sachant que quand on n'a pas les apports perso possibles, les prêts d'honneur, nous, ils nous disent qu'on est trop jeune, etc. Enfin, on est un peu bloqué dans ce cas-là. Ouais. Surtout que, a priori, tu vas peut-être me le confirmer, mais je crois que le CA, ça rentre pas dans les fonds propres après. Alors, je peux t'apporter des éléments de réponse dès maintenant, mais ce que je te propose, c'est parce qu'on va aborder ce sujet-là effectivement un peu plus loin dans la présentation, mais il y a des moyens quand même d'augmenter les fonds propres. Et alors, sans empiéter sur ce qu'on va se dire plus tard, mais notamment effectivement la règle du 1 pour 1, elle est quasiment, on va dire, valable sur tous les dispositifs de financement public. Donc les prêts d'honneur, effectivement, en fonction de la région où tu es et de l'organisme que tu vas solliciter, l'âge de l'entreprise peut rentrer en compte. Alors je ne sais pas sur notamment quel organisme tu as pu solliciter. Oh, c'était les réseaux Entreprendre. Ouais. Et alors il y a d'autres organismes de financement de prêts d'honneur. Donc tu as par initiative entreprise aussi, donc sur la région parisienne. Je ne sais pas dans quelle région tu te situes. Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Donc il y a le réseau national, en tout cas, de France Initiative. Et après, tu as aussi, alors ça va être aussi Wilco, mais ça va être en région parisienne. Donc c'est vrai qu'en dehors de la région parisienne, tu as France Initiative et Réseau Entreprendre. Ok. Donc les critères en fonction de la région, les critères de ces organismes peuvent changer. Donc notamment sur Paris, par exemple, Réseau Entreprendre demande du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas dès que tu sors du département 75. Donc voilà, après, il y a d'autres mécanismes aussi d'augmentation des fonds propres. Donc effectivement, si tu n'as pas de fonds perso, il y a quand même la Love Money aussi, donc solliciter l'entourage. Ouais. Et voir aussi dans quelle mesure, je ne sais pas sur quel produit tu es, sur quel marché tu es, mais il y a aussi le crowdfunding qui peut aussi apporter du quasi-fonds propre. Ok. Voilà, rapidement les mécanismes, mais on pourra en reparler plus en détail après. Dans ce cas. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. J'ai pas forcément précisé. Si vous avez des questions pendant que Guillaume déroule sa présentation, mettez-les dans le chat. Comme ça nous fera un historique et puis après, on pourra les reprendre une par une. Yes, ok. Je savais pas. Pas de souci. Donc, les financements, qu'est-ce qu'on considère comme financement public? Donc, il y a deux grandes familles de financement public. Il y a les financements indirects, donc c'est ce qu'on appelle le volet fiscal en fait du financement de l'innovation, dont voilà, vous connaissez à mon avis tous les leviers disponibles, que sont le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, le statut JEI, qui sont vraiment des mécanismes très intéressants et qu'il faut solliciter, qu'il faut pouvoir mobiliser. Alors après, je vous présenterai les prérequis. Et l'autre volet, de l'autre côté, il y a les financements directs, là où le volet fiscal vient financer a posteriori les dépenses, c'est-à-dire qu'il faut d'abord dépenser pour pouvoir bénéficier de ces aides-là, tandis que les financements directs sont vraiment du financement de projet en avance de phase. Donc c'est vraiment, il y a une partie avance de trésorerie. Et donc là, notamment, il y a BPI France que vous connaissez tous également. Il y a des aides régionales qui sont que Gaylord aussi a présentées, les aides européennes, et notamment, je le mets un petit peu de manière séparée, le plan de relance qui présente des opportunités immédiates de financement qu'il n'y a pas, c'est vraiment le contexte et un effet d'opportunité qu'il faut savoir saisir. Donc, en fonction, ces aides-là vont pouvoir être débloquées en fonction un peu de votre maturité de société et maturité de projet également.
Donc, pour la faire vraiment courte, au niveau de la phase de création jusqu'à la phase d'amorçage, il y a différentes manières de financer vos premiers coûts. Donc, on a cité tout à l'heure les prêts d'honneur. Il y a aussi des mécanismes que vous pouvez solliciter auprès de votre pôle emploi, notamment pour justement en apport en fonds propres, en compte courant d'associés que vous pourriez avoir, qui sont l'ARS et l'ACRE. Donc, en fait, c'est mobiliser une partie de vos droits. Donc, je crois que c'est 45% de vos droits que vous pouvez mobiliser et donc apporter en quasi-fonds propres à l'entreprise. Sur Paris, il y a un mécanisme aussi qui est intéressant, qui est le Paris Innovation Amorçage. Pour ça, il faut être incubé dans un incubateur de la ville de Paris. Et ça vous permet justement de subventionner les coûts de l'incubateur et pour 50% à peu près, et les autres coûts liés à un premier développement d'un POC ou d'un MVP. Le GEI, lui, peut être aussi débloqué dès la création, même si vous n'avez pas de salariés tout de suite, il n'y a pas un intérêt majeur dans l'immédiat, mais ça peut être aussi un indicateur comment dire, du caractère innovant et de la reconnaissance par les organismes financeurs du caractère on va dire, du positionnement un peu différenciant de votre société. Et ça peut être un premier indicateur qui peut aussi vous permettre de vous ouvrir les portes de certains autres financements. On a aussi, donc en fonction à passer le stade de l'amorçage, on va avoir, au niveau du stade de l'amorçage, on va avoir des aides que vous connaissez également, donc il y a la bourse French Tech, l'aide à la faisabilité de l'innovation, qui est un peu le pendant pour les régions. Sur la région Île-de-France, vous allez avoir des dispositifs comme InnovUp, donc là qui a été totalement refondu, en tout cas qui a été représenté différemment là, depuis début 2020 et qui se présente sous un seul et même dispositif avec un financement sous forme de subvention jusqu'à 500 000 €. Donc c'est vraiment, pour le coup, pour les franciliens, c'est un dispositif très intéressant. Faisabilité startup, justement, c'est l'équivalent un peu de l'Innova Faisabilité pour la région Nouvelle-Aquitaine, et Startup & Go, c'est aussi l'équivalent en région Rhône-Alpes. Le crédit impôt recherche, tout le volet fiscal peut être également mobilisé dès les premières dépenses de personnel. Et puis après, une fois que vous avez atteint une phase de maturité un peu plus avérée, que vous avez commencé déjà à générer du chiffre, à avoir des fonds propres un peu plus significatifs, et d'avoir par exemple fait une première levée en seed ou en série A, il y a d'autres aides qui peuvent se débloquer derrière sur des montants et des ambitions beaucoup plus importantes. Donc, on pense au programme d'investissement d'avenir, le 4e volet qui a été lancé là en début d'année, le XA Accelerator pour toutes les aides européennes, et puis des aides BPI France. Donc là, on va plus être sur de l'avance remboursable ou du prêt, et notamment tout le volet prêt d'amorçage qui va entourer votre levée de fonds en phase amont et phase aval. Donc, les montants quand même on est dans un pays qui finalement quand même met beaucoup d'argent sur la table. On est sur un budget annuel à peu près de 10 milliards d'euros par an, si on compte toutes les aides à l'innovation que le gouvernement français propose, dont 6,5 à peu près pour tout le volet fiscal, enfin crédit impôt innovation, crédit impôt recherche, et 3,5 milliards pour toutes les aides à l'innovation. Donc, dans cette masse et cette manne financière, on peut quand même partir du principe qu'il y a un financement qui vous est dédié, parce qu'il y a pléthore de dispositifs et quand même les budgets qui sont très conséquents. Donc, sur la partie fiscale, je vais vous présenter le crédit impôt innovation et le crédit impôt recherche. Le crédit impôt innovation, comme son nom l'indique, s'attache vraiment à
valoriser les dépenses de prototypage et d'installation pilote sur des phases de développement produit. Et notamment, ce produit-là doit se différencier de 4 manières, soit sur les performances, soit sur les fonctionnalités qu'il propose, l'ergonomie ou dans la démarche d'éco-conception mise en place. Le focus sur le crédit impôt recherche est tout autre, parce que là, on est sur un domaine scientifique avec une incertitude très forte sur les capacités de réalisation de l'action de R&D au vu des connaissances que vous disposez au démarrage. Et ici, il y a un point important à préciser, c'est que l'innovation, il ne faut pas penser l'innovation que d'un point de vue technologique. Donc ça, c'est important parce que notamment dans toutes les sociétés, les startups à impact et de l'économie sociale et solidaire, où là, on va toucher quand même majoritairement à des sciences qui sont plus relatives à des sciences humaines et sociales, à l'aspect formation, éducation, etc. Il n'y a pas forcément un aspect technologique fort, parce qu'on va se baser sur des plateformes, des technologies éprouvées, mais le domaine de la R&D va plus être relatif à ces aspects-là. Donc, pour faire court, la différence entre le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, dans le crédit impôt recherche, le point central, on va dire, de l'existant va se focaliser sur l'état de l'art, c'est-à-dire que c'est un état des références scientifiques existantes qui permet de caractériser le niveau de connaissance au démarrage. Par ce biais-là, vous allez pouvoir identifier des verrous nouveaux qui n'ont pas justement de solution dans cet état de l'art. Et par leur résolution et par leur levée, vous allez pouvoir augmenter les connaissances. Alors, il n'y a pas besoin de publier des références scientifiques pour, on va dire, matérialiser l'augmentation des connaissances. Le crédit impôt innovation, lui, il a un focus produit. Donc, c'est l'état du marché qui compte. La nouveauté, on l'a vu, elle est par rapport justement au benchmark de la concurrence. Le caractère différenciant, il se fait sur la supériorité des performances, de l'ergonomie, du niveau fonctionnel, de l'éco-conception. Et on valorise là le temps passé à la conception de prototypes. Bon, je ne vais pas vous passer en revue les dépenses. Ce qui est important ici dans ces volets fiscaux, c'est qu'il y a un besoin d'avoir des dépenses internes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire porter une déclaration de crédit d'impôt exclusivement sur de la sous-traitance. Donc ça, c'est vraiment un point important. Il faut pouvoir avoir un premier salarié pour pouvoir déclarer du crédit d'impôt. Néanmoins, ça peut être un centre d'intérêt dans le sens où, justement, par ce biais-là, en cumulant JEI, crédit impôt recherche, le coût salarié, quand même, devient vraiment très réduit. Et du coup, la question du coût salarié versus prestation peut être mis en balance et il y a une véritable réflexion à avoir là-dessus. Donc, sur cet ensemble de dépenses, il y a un taux de crédit impôt recherche de 30%, donc qui est plus intéressant que celui du crédit impôt innovation qui se limite à 20% des dépenses éligibles. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'ensemble de ces dispositifs-là sont complémentaires. On peut les cumuler à condition de ne pas dépasser certains seuils et notamment de ne pas avoir des phases de recouvrement par le biais de ces différents dispositifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire financer 2 fois la même dépense, que ce soit d'un côté dans le crédit d'impôt innovation ou recherche et de l'autre côté par le biais d'une subvention BPI. Donc, ça veut dire qu'on va devoir déduire la partie de la subvention sur l'assiette des dépenses éligibles dans le crédit d'impôt et donc calculer le crédit d'impôt en conséquence. Malgré le fait qu'il y ait cette interférence-là, on note généralement que le taux d'aide cumulé est supérieur à celui d'un crédit d'impôt seul. Et donc, on peut arriver à des taux de subvention supérieurs à 50%. Vraiment, là, on peut aller bien plus loin, on peut approcher les 60% en cumulant le crédit d'impôt et les aides directes.
Le statut JEI, donc c'est un statut, lui, qui permet de pouvoir bénéficier d'exonération des charges patronales. Donc, c'est-à-dire que les exonérations URSSAF, pardon, et donc vous allez pouvoir abaisser vos taux de charges patronales de 40% à 20% sur les salaires, donc ce qui est vraiment très intéressant, surtout que si votre masse salariale grandit assez rapidement sur les premières années. Et également une exonération d'IS à 100% sur le premier exercice bénéficiaire et à 50% sur le deuxième. Donc le GEI, l'éligibilité et les critères sont exactement les mêmes que celui des crédits impôt recherche. Donc si vous êtes éligible au crédit impôt recherche, il y a une étude à effectuer sur le GEI pour voir si vous remplissez les critères qui sont liés là plus à l'entité. Donc notamment, vous devez être une PME, donc ce qui est généralement le cas au démarrage. Vous devez avoir moins de 8 ans. Au niveau du capital, vous devez être détenu à plus de 50% par des personnes physiques. Et il y a un caractère, là c'est important, mais un caractère ex nihilo au niveau de la création. C'est-à-dire que vous ne devez pas être issu de la reprise d'une activité, issu d'une restructuration de société, faire l'objet d'un transfert partiel ou total d'actifs. Donc ça, c'est assez important. Je le note parce qu'il y a notamment certaines sociétés, des startups qui se créent sur l'achat de licences ou de rachat de brevets. Donc là, il faut bien étudier le schéma au niveau juridique pour que justement vous puissiez bénéficier d'un statut JEI ultérieurement à la création. Et donc ça, en fonction de votre activité, justement, attention, ayez en tête, si vous êtes au moment de la création, de pouvoir rentrer dans les critères ultérieurs du JEI si vous comptez faire de la recherche et développement. Donc ça, c'est pour la partie fiscale. Donc ça, c'est vraiment des dispositifs qui sont génériques, qui sont disponibles à toutes les sociétés établies sur le sol français et qui sont soumises à l'IS. Que vous fassiez de la recherche et développement technologique, technique, ou justement de l'innovation servicielle et liée à des domaines de R&D qui sortent, on va dire, de la science qu'on dit dure, comme les maths, la physique, etc. Donc là, on va s'attacher, je vais vous présenter un peu les cahiers des charges. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque dispositif, parce qu'encore une fois, le nombre de dispositifs est trop important pour que je puisse vous faire un catalogue. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Mais néanmoins, en fonction sur on va dire le nombre global de dispositifs, il y a quand même des attentes communes au niveau des financeurs publics, que ce soit l'État, les régions, voire même des fois le département. Et donc, c'est ces critères-là que je vais vous présenter, surtout pour que vous ayez en tête les bons réflexes au moment où vous allez commencer justement à créer la société et à vous poser déjà les bonnes questions sur comment je peux réfléchir un peu mon BP ou mes activités d'innovation pour que déjà je puisse remplir les critères principaux. Donc, ce qu'il faut avoir en tête dans les financements publics par rapport au volet fiscal, dans le volet fiscal, on finance ce qu'on appelle des activités. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler de produits. Alors, dans le crédit impôt innovation, ça l'est, mais on va financer, par exemple, une phase de prototypage. On va financer la recherche sur une problématique scientifique. Là, dans les financements publics, auprès de BPI, auprès des régions, on va financer un projet. Et qu'est-ce qu'on appelle un projet? Donc, c'est toute activité de recherche, développement ou d'innovation, qui soit collaboratif ou pas, et qui a pour but de développer soit un produit innovant, soit un procédé, soit un service innovant. Et ce produit, procédé ou service doit présenter des perspectives de commercialisation très rapides. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, ça va être très difficile de faire financer une activité de R&D prospective qui n'a pas de traduction business ou commerciale à court terme.
Au niveau des impacts du projet, ce qui est important de présenter aux financeurs, c'est la création de richesse, qu'elle soit en termes de création d'emplois, en termes justement de chiffre d'affaires, donc derrière de taxes, et que ce soit des taxes nationales ou des taxes locales, et de maintien également d'emplois. Donc on va avoir les impacts directs, donc ça c'est vraiment lié au projet lui-même, à la société même, et il faut pouvoir aussi avoir en tête que au-delà de cet impact direct, la région par exemple ou l'État va vouloir aussi favoriser les impacts, ce qu'on appelle indirects, c'est-à-dire les retombées de cette, on va dire, augmentation de richesse de votre société. Et donc notamment, il peut y avoir, surtout sur les aides régionales, il va y avoir un point d'attention assez important sur le développement de l'économie locale. Donc, notamment, il peut arriver que certains financeurs demandent à ce qu'il y ait un partenariat ou que les prestataires sollicités soient dans la même région ou dans le même bassin d'emploi. Et pareil que du coup, les retombées indirectes en termes d'emploi soient significatives aussi pour le bassin considéré. Là, alors ce qu'on va appeler la solidité des projets, elle va se faire sur deux aspects. Notamment, donc là, on va rejoindre la question qui a été posée tout à l'heure sur les capitaux propres. Notamment, BPI est maintenant, on va dire, en gestion de quasiment tous les dispositifs. C'est-à-dire que même les régions sous-traitent aux délégations régionales l'instruction financière et technique des dossiers. Donc, les critères de BPI vont s'appliquer quasiment partout. Et donc, ces critères-là, notamment, concernent le capital, le capitaux propres de la société, qui se définissent comme le capital social, les quasi-fonds propres et la trésorerie. Donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, on posait la question sur le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires ne rentre pas en tant que tel. Par contre, le résultat, les bénéfices, rentrent en compte dans les capitaux propres. Donc ça, c'est important parce que si le capital social n'est pas très important, mais que vous générez suffisamment de cash pendant votre exercice, ça compense largement un capital social de départ qui peut être celui d'une start-up qui est généralement entre 1 000 et 5 000 euros, qui n'est pas suffisant pour aller chercher du financement public. Mais du coup, si vous avez justement un apport, des apports en compte courant d'associés, de la love money, des prêts d'honneur, etc. Tous les moyens sont bons pour arriver à un niveau de capitaux propres qui soit qualifié de suffisant. Donc suffisant, ça veut dire qu'il soit cohérent au regard de l'ambition du projet présenté. C'est-à-dire que si vous présentez un projet une faisabilité, donc là on parle d'une subvention de 30 000 euros, on va vous demander des fonds propres d'environ 30 000 euros. Par contre, si vous demandez 150 000 euros de financement, il va falloir justifier de 150 000 euros de capitaux propres. Et là, le deuxième critère sur la solidité des projets concerne la capacité de cofinancement. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête aussi que les financeurs publics ne sont pas là pour vous financer à 100% votre projet. Et notamment, les taux de financement varient entre 40 et 70% pour les plus généreux des dispositifs. Notamment, l'Innovop faisabilité finance jusqu'à 70%, et pareil pour la bourse French Tech, des dépenses éligibles. Donc, pour pouvoir, on va dire, valider la capacité de cofinancement, il faut présenter un plan de financement cohérent également. C'est-à-dire que si vous êtes en phase d'amorçage, mais que vous avez quand même un projet justement de forte rupture qui nécessite un investissement en capital très fort, vous pouvez, au moment du dépôt du dossier, par exemple, ne pas avoir le niveau de fonds propres suffisant, mais par contre de prévoir justement dans le plan de financement les inputs nécessaires pour arriver au niveau de fonds propres suffisant. Donc ça peut être une levée de fonds, une seed ou un apport en compte courant qui soit prévu dans le plan de financement. Alors,
pour le coup, l'organisme financeur va être réceptif, mais il ne va pas forcément vous débloquer l'aide tout de suite. Il va y avoir un conditionnement de l'obtention de l'aide à la réalisation effective de l'action de financement prévue. Donc ça, c'est un point crucial. Si vous avez 5 000 € de capital et aucun moyen d'augmenter votre niveau de fonds propres par un des moyens qu'on a pu citer, dans ce cas-là, il y a peut-être des actions, dans un premier temps, en tout cas, d'aller chercher des premiers clients sur vraiment un MVP que vous pourriez avoir développé au préalable, par exemple, sur fonds propres. Et là, le fait d'avoir de la traction client peut, on va dire, pas remplacer le niveau de fonds propres, parce que ce serait pas vrai, mais en tout cas permettre à BPI d'être un peu plus conscient sur certains critères et vous donner peut-être un accès à un financement dégradé, donc qui ne soit pas, par exemple, si on parle d'une faisabilité, qui ne soit pas de 30 000 €, elle pourrait vous donner, par exemple, 20 000 € en contrepartie d'une traction client avérée. Donc là, on parle de projet d'innovation. Donc, il est important de pouvoir caractériser justement l'innovation et de pouvoir vous positionner par rapport à votre concurrence. Donc ça, c'est aussi un élément très important. On parle beaucoup de business plan, qu'il faut vraiment travailler, etc. La partie financière, elle sera travaillée de toute façon pour tous les dossiers de financement. Donc, c'est important au moins d'avoir en grande ligne les grands postes que vous allez pouvoir mettre dans votre plan de financement. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne connaissance de votre marché et une bonne connaissance de votre concurrence. Donc ça passe par déjà, premièrement, sur quelle zone géographique vous vous situez et sur quelle zone géographique vous allez pouvoir avoir justement un impact. Et votre zone, on ne va pas parler de zone de chalandise parce que ça n'a pas de sens pour les startups, mais d'avoir, voilà, quelle est votre zone sur laquelle vous allez pouvoir vendre et sur laquelle vous situez, quelle clientèle se situe sur votre zone. Et comment vous positionnez, parce que le caractère innovant va caractériser le produit, mais également, vous devez aussi idéalement avoir un positionnement différenciant par rapport à votre concurrence. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, entreprise. Et ensuite, il y a l'aspect produit. Donc ça, c'est sur la finalité du projet. Comment se positionnent vos produits par rapport à la concurrence. Donc là, on retombe sur de la définition différenciante qu'on peut avoir dans le crédit impôt innovation. Et également aussi des aspects plus comment dire, d'usage qui peuvent être aussi analysés par BPI. Et encore une fois, ici, il faut avoir en tête que l'innovation n'est pas que technologique. Donc ça, ce qu'on entend parler beaucoup de deep tech, on entend parler beaucoup de rupture, on entend parler de... Donc ça nous donne un prisme qui n'est pas forcément... qui est très réducteur de l'innovation, alors que l'innovation peut être beaucoup plus large que ce qu'on peut bien entendre, notamment dans les médias ou même les grands axes, on va dire, médiatiques de financement. Au niveau des dépenses, donc, avant même de se poser la question de « je veux faire financer mon projet », il faut se poser la question de « qu'est-ce que je veux faire financer ?» Donc, quelles sont les dépenses que j'ai à faire financer en dépenses internes, dépenses externes? Donc là, c'est pareil, il est très rare de faire financer un projet que sur la dépense externe, même au niveau vis-à-vis de BPI. Alors, pour une bourse French Tech, ça peut se comprendre. Néanmoins, on va quand même vous demander de recruter des stagiaires pour pouvoir bénéficier du dispositif. Donc, ça reste pas des coûts, ça reste des coûts relativement maîtrisés, mais voilà, il faut avoir aussi ce réflexe-là, parce que beaucoup de des startups qu'on rencontre, ce qui est tout à fait normal, au démarrage, on a souvent tendance à sous-traiter 100% du développement de nos produits, mais il faut savoir derrière que ça peut vous bloquer des portes au niveau des financements, soit des financements directs au niveau de BPI, pour peu que vous choisissiez aussi de la prestation un peu à bas coût en dehors de la zone européenne, notamment. Je pense à de la prestation, là il y a un peu beaucoup de startups qui sous-traitent en Inde, etc. Ça, ce n'est pas de la prestation qu'on va pouvoir valoriser chez BPI.
Donc, pensez bien à apprendre à choisir des prestataires idéalement français, sinon européens. Et il y a aussi un autre critère que je ne vous ai pas présenté dans le volet fiscal, c'est que pour pouvoir valoriser des dépenses des dépenses de prestations dans le crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation, il faut que ce prestataire soit agréé. Donc, c'est un prérequis. Il y a des listes qui sont publiées par le ministère de la Recherche et le ministère de l'Industrie qui, justement, vous donnent toute la liste des prestataires agréés et qui vous permettraient, a posteriori, d'avoir un retour sur investissement sur ces factures-là, par le biais du crédit d'impôt. Donc, soit 30% pour le crédit d'impôt recherche, soit 20% sur le crédit d'impôt innovation. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. Et il faut avoir ça en tête, parce qu'entre deux prestataires, si vous benchmarkez deux prestataires et que l'un est agréé et l'autre ne l'est pas, voilà, c'est-à-dire que vous allez, pour l'un, vous allez avoir l'équivalent d'un discount de 20 à 30% et pas pour l'autre. Donc, à prestation égale, à qualité égale, ça peut aussi avoir son importance. Donc, voilà, ayez les bons réflexes aussi là pour pouvoir justement maximiser l'effet de levier des financements. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, je vais vous présenter un peu les préconisations que l'on donne, nous, à nos clients, à nos prospects. Le maître mot dans les financements publics, c'est l'anticipation. Donc, c'est vraiment, c'est pas qu'une fois qu'on a lancé le projet, qu'on a commencé les premières dépenses et qu'on se dit, ah ben mince, finalement, d'un point de vue financement, ça va pas passer, il faut qu'on aille chercher de la sub. Généralement, ça, c'est une démarche qui est presque vouée à l'échec assez rapidement, parce que ça veut dire que la stratégie n'a pas été pensée pour et que souvent, on rencontre pas mal d'écueils sur le montage des dossiers. Donc, notamment, ce qui peut être intéressant dans le fait de penser votre projet, c'est de le penser par rapport à des grands domaines scientifiques. Donc, se poser la question déjà, à quel domaine scientifique je me rattache et dans quel cas je peux me raccrocher et surtout, du coup, comment je peux orienter et présenter ça aux financeurs publics parce qu'eux, ils sont sensibles à ces grands axes de recherche parce que ça va faire écho à des enjeux de société. Donc, il faut pouvoir répondre à ces prérequis-là. Donc, notamment, il y a l'Agence nationale de la recherche qui a publié un guide assez complet sur justement les grands domaines scientifiques et les axes transverses de recherche et développement. Donc, notamment dans ces axes transverses, donc les 7 grands domaines, c'est ceux qu'on connaît qui sont voilà, les mathématiques, la physique, l'informatique, télécommunications, les sciences humaines et sociales. Et les axes transdisciplinaires sont des axes qui ne relèvent pas forcément d'un seul grand domaine de sciences, mais qui sont, justement, comme son nom l'indique, qui font appel à plusieurs dominantes. Et donc, notamment, dans ces axes-là, on peut noter un axe qui s'appelle la révolution numérique, qui vont justement dans lequel il y a un sous-axe qui va être qualifié d'humanité numérique, et qui va avoir attrait à tout ce qui est éducation, formation et sciences sociales computationnelles. Donc ça va, vous allez pouvoir rattacher à cet axe-là tous les projets qui ont attrait justement à des nouvelles méthodologies de formation, à des nouvelles approches basées sur les sciences cognitives, à des méthodologies nouvelles pour une population ciblée, notamment voilà, soit handicap, soit à haut potentiel. Donc voilà. Les sociétés urbaines, territoires, construction, mobilité, là, comme son nom l'indique, il y a toute la ville dans toutes ses dimensions, donc sociale, environnementale, physique, les réseaux de transport, la mobilité. Et également, il y en a un qui peut être intéressant aussi pour vous, je crois qu'il y a dans une des sociétés là, que je suis, Cyril, il y a l'industrie, et donc tout ce qui est industrie, usine du futur, avec notamment les nouvelles technologies de production. Donc ça, c'est important de se poser la question déjà, dans quel champ est-ce que je me rattache à un des champs? Et si oui, comment je peux le valoriser? Ensuite, justement, c'est comment définir ma question, ma problématique scientifique dans le cadre de mon projet
par rapport à ces grands domaines scientifiques. Donc, je prends par exemple l'exemple, je souhaite définir des solutions de lutte contre le sexisme, ou en tout cas penser à des solutions qui pourraient répondre à la problématique de sexisme dans le milieu professionnel, dans le milieu de l'éducation, enfin de l'école, etc. Donc ça, tout de suite, je vais avoir, si je fais référence à ces grands domaines scientifiques et que je regarde un petit peu ce qu'il est dit, je vais pouvoir rattacher ça, par exemple, à un axe qui s'appelle l'inégalité et discrimination, avec tout ce qui est les études sur ces axes-là, et également, pourquoi pas, au niveau des études sur la ludification des apprentissages. Donc, comment rendre ces aspects qui peuvent paraître un peu difficiles d'accès pour notamment un jeune public, voilà, comment le rendre accessible et rendre ces notions-là beaucoup plus ludiques. Ensuite, il va falloir formaliser votre démarche. Donc, c'est une fois que j'ai mon problème scientifique, une fois que j'ai ma question, quelles sont les grandes étapes qui vont pouvoir, on va dire, jalonner un peu mon développement, notamment en termes de tests et en termes d'expérimentation pour valider mon approche scientifique et mon approche de justement mes hypothèses de départ. Ça, c'est important parce que ça va démontrer de la démarche, du caractère R&D de votre démarche. Ensuite, il faut que ce qui est nécessaire, c'est qu'une fois qu'on a défini ces grands axes de R&D, comment j'inscris mon projet de R&D dans les grands axes de R&D et qui répond à des enjeux sociétaux, comment est-ce que je le mets en adéquation avec justement mes ressources? Parce que si on présente un projet de R&D qui est super sur le papier, qui est vraiment, mais l'ambition est topissime, mais que finalement, j'ai aucune ressource à mettre en face, donc, soit en termes de compétences, soit en termes même de capacité à la financer, ça risque de poser problème. Donc, il faut montrer que vous avez la capacité à mener ces actions-là. Donc, c'est constituer l'équipe adéquate, soit démontrer que vous avez une reconnaissance au sein d'un écosystème, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez des partenariats, vous pouvez aller sourcer justement des compétences en dehors de l'entreprise. Donc, notamment, ça se fait beaucoup dans les sciences humaines et sociales, d'avoir on va dire des cautions sur certaines expertises par le biais de professeurs, d'experts dans des commissions, etc. Et donc également l'intérêt de pouvoir mettre en place des partenariats publics-privés, même si la tendance actuelle dans les lois de finances, là, il y a des signaux faibles qui sont un peu inquiétants, mais en tout cas, ça reste quand même un moyen de construire votre projet de R&D et d'apporter la solidité et justement des garanties sur l'expertise de l'équipe. Le partenariat public-privé reste un très, très bon moyen. Et tout ça, il faut que ce projet-là reste cohérent avec votre vision d'entreprise. C'est-à-dire que c'est bien beau de pouvoir inscrire un projet dans tous les enjeux qu'on a pu citer au préalable, mais si finalement il ne correspond pas du tout à l'objet et à la vision, à l'ambition que vous avez d'un point de vue entreprise, d'un point de vue corporate, et notamment qui peut être lié aussi quelque part un peu au statut de votre société, ça va poser problème. Donc, tout ça pourquoi au final parce que justement, on est dans une société qui doit faire face à de plus en plus d'enjeux. Et le gouvernement français communique beaucoup sur ces enjeux-là et les décline par axe, par thématique, aussi bien au niveau des organismes étatiques que des organismes régionaux. Donc, c'est toujours rattacher ça aussi aux enjeux. Et la démarche que vous allez entreprendre par le biais justement du montage du dossier de financement va permettre de valoriser, au-delà de valoriser le projet, va valoriser une démarche, d'essayer de quantifier la valeur de votre innovation.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir créer un écosystème autour de vous qui va permettre de donner encore plus de valeur à votre innovation que si vous le faites tout seul sur un coin de table. Et justement, aussi, toute cette démarche va permettre à l'entreprise de s'intégrer dans un écosystème, dans une dynamique justement de partage des connaissances, de transfert des savoirs, qui va aussi intéresser l'ensemble des parties prenantes, et notamment les financeurs. Donc, en conclusion, moi, ce que je voulais vous dire, surtout dans toute cette présentation, c'est il faut bénéficier, il faut capitaliser sur les effets structurants des financements publics. Parce que se poser la question de « j'ai envie de monter un dossier de financement », ça va vous faire poser plein de questions, mais des questions auxquelles vous n'aurez même pas imaginé vous poser, même à l'étape du business plan ou des premières réflexions. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on a mesuré et maintenant qu'on sait démontrer. Les financements publics ont un effet structurant. Donc, c'est pour ça qu'il faut, même si vous n'avez pas les capacités d'aller chercher tout de suite du financement, posez-vous les questions de comment je vais pouvoir y prétendre et d'essayer de répondre aux questions que ces dossiers-là vous soulèvent. Et donc, pour ça, il faut anticiper et intégrer les financements dès la création de l'entreprise. Même si, encore une fois, vous n'avez pas les capacités financières d'aller les chercher, ou même si, par exemple, le projet ne va pas émerger tout de suite, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir y prétendre et être prêt quand vous pourrez y prétendre. Donc ça, c'est une des préconisations qu'on fait à nos clients, c'est justement d'intégrer ça dans ce qu'on peut appeler aussi la gouvernance d'entreprise. Souvent, c'est un peu délaissé quand vous aurez la taille d'avoir une équipe technique. Souvent, c'est l'équipe technique qui se dépatouille avec ça et ce n'est pas la bonne manière. Il faut que ce soit pris en charge par l'équipe dirigeante et qu'elle s'approprie ces stratégies-là. Et enfin, si vous avez ce que l'on appelle le tiercé gagnant, c'est-à-dire les fonds propres suffisants, un projet qui est défini et des dépenses à faire financer, j'ai envie de dire go, quoi. Allez-y. Il n'y a plus tellement de doutes. Ensuite, il y a besoin peut-être d'une expertise et de pouvoir vous faire un peu conseiller sur certains aspects. Mais en tout cas, la plupart de vos critères sont déjà pour la plupart remplis. Donc, allez-y, ne vous posez plus de questions. Et enfin, je voulais juste finir par l'actualité du plan de relance. Parce que ce plan de relance a un volet qui est lié à l'économie sociale et solidaire, qui se traduit par 15 appels à projets qui sont publiés ou qui vont être en cours de publication, avec un budget de plus d'1 milliard, ce qui va être mis sur la table. Donc, notamment, il y a 4 appels à projets qui sont déjà lancés, qui sont liés au soutien des associations contre la pauvreté, le soutien aux tiers-lieux, notamment les fabriques de territoire. Donc ça, je pense que, je ne sais pas si Cyril est encore là, mais je pense qu'il y a un sujet là à creuser pour Cyril. Oui, on est dessus et on va déposer un dossier pour cette année. Ouais. Ok, super. Il y a le fonds d'avenir bio, qui est un peu moins intéressant pour Market Leader. L'investissement à la modernisation de l'industrie. Et puis après, il y a d'autres appels à projets, je ne vais pas les passer en revue. L'idée, c'est que je vous indique qu'ils existent et que vous avez toute l'information nécessaire sur le site du plan de relance mis en ligne par le gouvernement. Et donc, ça représente, en plus de tout ce que je vous ai présenté, de tout ce que vous connaissez sur BPI, le crédit d'impôt, ça représente aussi des pistes de financement à ne pas oublier et à aller chercher. Voilà, ce que je voulais vous dire pour cette présentation. Je vous remercie encore et puis donc je suis là pour répondre à vos questions. Super, écoute, merci beaucoup Guillaume pour toutes les explications. J'ai vu que Jamel, il avait mis une question dans le chat. Donc, si le capital social est important, mais qu'en trésorerie, il reste moins de la moitié, le capital social compense. Donc, Jamel, si tu veux étayer sur ta question, c'est le moment, je t'en prie. Alors, attends. Oui. Ouais. Oui. Non, je parlais du capital de la société, du coup. Mais qu'en termes de trésorerie, on a déjà fait des dépenses.
Est-ce que c'est pris en compte ou est-ce que c'est uniquement la trésorerie, en fait, finalement, ce qui reste, qui va être pris en compte dans le fameux 1 euro, 1 pour 1? Je ne sais pas si je suis clair. Alors, ce qu'on va appeler la trésorerie, ça va être l'état de la trésorerie au moment du dépôt du dossier. Ouais. Donc, notamment si tu as des dettes en cours ou des dettes à provisionner, ça va venir justement gréver ton niveau de fonds propres. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Parce que je n'ai pas accès au chat là, du coup, je ne vois pas la question en fait. Ouais, non, en fait, je voulais juste savoir, parce que je ne maîtrise pas trop non plus les notions, mais le capital social au moment de la création de la société, donc, par exemple, ça peut être 50 000 euros de capital, mais du coup, bah, par rapport à la vie de l'entreprise, voilà, on fait des dépenses, différentes dépenses, et au moment de déposer un dossier, par exemple, il nous reste concrètement, comme argent disponible, 15 000 euros. Est-ce que du coup, on peut quand même prétendre à du BPI, par exemple, à une bourse de 30 000 euros, parce que dans le capital social, on était au niveau de 50 000, ou est-ce qu'ils vont prendre en compte plutôt le fait qu'il ne reste que 15 000 dans la société, et donc du coup, on peut prétendre au mieux à 15 000 euros de subvention? Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Oui, tout à fait. Donc, ce qui va compter, c'est effectivement ce qui va apparaître, en gros, pardon, au bilan, à l'actif de ta société. Donc, du coup, si il apparaît notamment une diminution de la trésorerie, ça va, on va dire qu'ils vont prendre en compte le niveau de trésorerie que tu as actuellement. Donc, le capital social de 50 000 va pouvoir être valorisé également. Mais néanmoins, si tu as une diminution du capital, on va dire si tu as un niveau d'endettement aussi qui va venir gréver ton niveau de capital, enfin le ratio capital sur endettement, va être pris en compte. C'est-à-dire que tu as beau avoir 50 000 euros de capital, si derrière tu as un endettement de plus de 50 000 euros, tu ne vas pas pouvoir prétendre, BPI en tout cas risque de bloquer et va te demander un financement complémentaire pour avoir un ratio capital sur endettement supérieur à 1. Okay. Donc voilà, voilà ce que je peux te dire. Et au niveau de la trésorerie, c'est la trésorerie à date. D'accord. Ok. Merci. Du coup, j'ai une autre question, si on n'en a pas d'autres, j'en profite. Est-ce que par rapport aux différents dispositifs, on peut prendre en compte parce que tu parlais d'anticiper, donc pour des futures dépenses, mais est-ce qu'on peut aussi prendre en compte, enfin, est-ce que c'est rétroactif par rapport à des dépenses qu'on a effectuées au lancement de la société et auxquelles à ce moment-là, on n'a pas forcément pensé à ce genre de choses. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire ça de manière rétroactive ou est-ce qu'on est forcément sur des dépenses futures? Alors, les dépenses, ça va être sur les dépenses futures, c'est-à-dire que toutes les dépenses antérieures à la date de dépôt du dossier ne vont pas pouvoir être prises en compte. Donc, notamment, ce qui est important, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre justement assez tôt dans la vie de l'entreprise ou dans la vie du projet pour pouvoir justement au mieux temporiser certaines dépenses et sinon de pouvoir justement prévoir, si c'est de la dépense de prestation notamment, prévoir avec le prestataire des premières factures à une certaine échéance qui permettrait d'avoir le temps de monter le dossier, sachant que c'est vraiment la date de dépôt qui compte. C'est-à-dire que même si BPI met 4 à 6 semaines pour avoir un premier avis, ça reste la date de dépôt qui fait foi. D'accord. Okay. Mais malheureusement, ouais, toutes les dépenses antérieures, on ne pourra pas les valoriser, sauf après, il y a des mécanismes, si vous êtes plutôt bien avec votre prestataire, voilà, si la date et on va dire de facture n'est pas si lointaine, voilà, à voir comment il pourrait être ouvert à la discussion.
on a fini mauvais amis, donc je pense que c'est voilà. pas possible. Donc, malheureusement, ça va pas être, ouais, ça va être difficile. Alors. Attendez, excusez-moi. Pardon. Du coup, j'en profite toujours. Par rapport au dispositif CII ou JEI, tu disais que nous, dans notre contexte à nous, pour l'instant, on n'a pas prévu on n'a pas capacité à recruter. Du coup, jusqu'à présent, moi, je me suis dit, ça sert à rien que j'aille chercher que je fasse les démarches pour ce type de dispositif parce que, de toute façon, on n'aura pas de dépenses, de salariés à date. Pas tout de suite, en tout cas. Mais du coup, ce que tu dis, c'est qu'il vaut… Parce que j'ai vu que GEI, par exemple, c'est rétroactif sur 8 ans par rapport à la création d'entreprise. Donc, moi, jusqu'à présent, je me disais, l'année où on aura un peu de chiffre d'affaires, où on fait une levée de fonds et qu'on recrute, à ce moment-là, je pourrais déposer le dossier. Je ne sais pas si c'est la même chose pour le CII. Et du coup, est-ce que tu préconises justement de se lancer dès maintenant dans ce type de démarche pour que le moment venu, on peut activer ou pas la partie fiscale du coup? Alors, le GEI, effectivement, tu peux le demander de manière… Alors, la rétroactivité maintenant sur le GEI, elle devient un peu plus difficile. Néanmoins, tu peux au moins avoir une rétroactivité sur un an. Donc, ça te permet éventuellement, si tu as embauché l'année dernière et que tu voudrais bénéficier d'exonérations, tu peux encore le faire. Le crédit impôt innovation, par contre, l'effet de rétroactivité existe aussi, mais à condition qu'il y ait des dépenses de personnel sur ces années-là. Donc, si les dépenses de personnel sont à venir, dans ce cas-là, tu te poseras la question du crédit impôt innovation à la fin du prochain exercice fiscal. D'accord, ok. Mais encore une fois, avec bon réflexe néanmoins, notamment vis-à-vis de la prestation, pour idéalement choisir des prestataires agréés et au niveau de la masse salariale pour embaucher des profils qui peuvent être aussi valorisables dans le crédit impôt innovation. Ok, très bien, merci. Je crois qu'il y a Théo qui a une question. Ouais, vous m'entendez à nouveau ou pas? Oui, on t'entend. Parfait. Oui, du coup, Guillaume, tu avais répondu à Lambert au début en disant que pour augmenter ses fonds propres, alors qu'on n'avait pas beaucoup à la base, il y avait des solutions, typiquement le crowdfunding ou le Love Money, qui sont des méthodes, j'imagine, intéressantes s'il y a dilution du capital pour les personnes qui vont nous accompagner. Du coup, de cette manière-là, la question qui me vient, c'est comment on fait pour trouver la valeur de son entreprise et diluer une partie qui semble correcte et qui va être un petit peu pertinente par rapport à ce qu'on cherche à avoir en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, tout à fait, oui. Ça, au niveau de la valorisation des entreprises, c'est quand même c'est un sujet qui est délicat. Parce que là, alors déjà, nous, on n'est pas des experts dans la valorisation d'entreprise. Donc, je n'aurais pas te donner de fausses informations ou de faux espoirs. Après, de toute façon, sur des phases en love money, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que généralement, ce ne sont pas des gens qui vont avoir un rôle opérationnel dans l'entreprise, qui ne vont pas forcément avoir d'expertise très poussée. Ils vont avoir un affect particulier par rapport au projet, aux valeurs que tu portes, et vont vouloir t'aider. Et donc, du coup, l'idée, ce n'est pas de leur donner en contrepartie justement un nombre de parts qui soit significatif. L'idée, c'est de pouvoir justement déjà, premièrement, minimiser le nombre d'investisseurs au moment de la love money, parce qu'après, tu vas te retrouver avec un nombre d'actionnaires, un pack d'actionnaires à gérer qui va être problématique par la suite. Pareil pour des phases de financement d'amorçage. Nous, on a des clients qui se mordent les doigts maintenant parce qu'ils ont fait intervenir au capital une cinquantaine de petits investisseurs et maintenant, à gérer, c'est juste l'enfer.
Donc, c'est pour ça, ayez les bons réflexes aussi sur si je fais rentrer quelqu'un au capital, bon, c'est très bien, c'est un pote ou c'est ma mère ou c'est mon père, bon, très bien, mais il faut qu'il y ait les garanties derrière, qu'il n'y ait pas d'interférence quand même tout de même, et qu'il soit prêt à investir sans quasiment de contrepartie financière derrière. C'est-à-dire qu'ils vont à un moment sortir, mais il n'y aura pas non plus de plus-value ou de dingue, ou alors une part de capital qui soit significative. Mais je n'ai pas de réponse à t'apporter claire et précise, mais en tout cas, il y a des points de vigilance à avoir. Ouais, parce qu'en fait, nous, là, avec Lambert sur Tenors, on en parle et on sait que c'est une des solutions les plus jouables, on va dire, parce qu'on va en avoir vraiment besoin. Sauf qu'on a remarqué, à force d'en parler, qu'il allait y avoir une véritable disparité entre les investissements des bons potes, comme tu as pu dire. Ouais. On a des bons potes qui sont vraiment dans cette optique de on veut te filer un coup de main et mettre un petit billet comme ça. Et d'autres bons potes qui sont plutôt dans l'optique de dire ouais, moi je veux participer, je sens qu'il va y avoir quelque chose sur le long terme. Et en fait, ça devient assez dur pour nous de notre côté de se dire, OK, c'est quoi la part? Parce qu'ils veulent effectivement tous pas rentrer dans le cercle de décision, je pense. Mais il faut quand même faut chiffrer, quoi. Il y a des vrais chiffres derrière. Et ça, je trouve ça un peu compliqué. Alors, sur les potes qui veulent te filer un coup de main, notamment, juste comme ça, et qui n'ont pas d'autres ambitions que ça, déjà, ce qui peut être fait, c'est éviter de les faire rentrer direct au capital. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus un financement on va dire, de particulier à particulier, et que toi, en fait, tu apportes que ce soit toi qui apporte en compte courant, par exemple. OK. Et pas que pour éviter de multiplier les petits investisseurs qui ne sont pas forcément intéressés par réellement le projet en tant que tel dans la gestion. Donc ça, c'est un premier point. Et après, pour la valo, ça là-dessus, ça va être des sujets effectivement. Mais je pense qu'il y a peut-être dans le réseau de market leaders justement des juridiques, des avocats qui pourraient t'apporter une réponse plus construite que la mienne. Mais, OK. Non, mais en tout cas, merci. Je pense que Théo, ça c'est un temps de discussion qu'on peut programmer avec Cyril. OK. On a donc notre avocate justement de droit des entreprises, donc qui est Chloé, qui va bientôt faire une intervention. Alors voilà, on est en train d'affiner la thématique, mais même si c'est une thématique X, tu pourras très bien aussi venir avec tes questions et elle y répondra aussi sans problème. Donc, Super. ça va suivre très bientôt. OK. En tout cas, merci Guillaume, c'était très clair. Ok, je t'en prie, avec plaisir. Du coup, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Juste peut-être une dernière précision par rapport au GEI. Moi, je m'y étais intéressé l'année dernière, mais du coup, on m'avait dit attention, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'innovation, en fait, c'est un peu contradictoire avec ce que tu venais de dire. C'est-à-dire qu'il m'expliquait qu'au début, l'innovation, c'était vraiment au sens large, mais que ces derniers temps, apparemment, ils font plus un focus sur vraiment le deep tech et pas forcément sur l'innovation servicielle. Alors, je ne sais pas si tu confirmes cette tendance ou si, au contraire, de ce que toi, tu expérimentes tous les jours, on est vraiment sur quelque chose de large. Dans le cadre, donc là, tu parles bien dans le cadre du JEI? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, alors déjà, là où il y a peut-être une chose à clarifier, c'est que l'appellation JEI, elle est trompeuse. C'est que on ne parle pas d'innovation dans le JEI, malgré que l'appellation soit jeune entreprise innovante. Vu que le focus est celui du crédit impôt recherche, on va parler de problématiques scientifiques et de résolution de problématiques scientifiques. Donc l'innovation produit, le focus produit n'a quasiment aucun intérêt dans le dossier JEI. Donc tu pourrais bien être JEI sans même avoir un seul produit à vendre. Un peu pour pousser le bouchon un peu plus loin, mais voilà. C'est pour ça que dans le JEI, il faut avoir en tête que c'est le corollaire du crédit impôt recherche et pas le corollaire du crédit impôt innovation. D'accord, ok. C'était pas clair pour moi. Aux sciences scientifiques du terme. Voilà. Ok, parfait. Merci. Moi, Guillaume, j'aimerais terminer sur une question qui est un petit peu plus terre à terre, justement, avec le côté opérationnel et gestion de son entreprise tous les jours.
Est-ce que tu peux nous dire si c'est des dossiers qui sont lourds administrativement à monter? Est-ce que c'est chronophage? Voilà, combien de temps ça prend, tout ce process? Et après, comment est-ce que aussi, du coup, les subventions sont versées? Est-ce que c'est 50% au départ et 50% après avoir résolu telle ou telle problématique? Voilà, c'est quoi plus sur le plan administratif et après versement des subs, comment ça se passe? Alors, au niveau du montage des dossiers, c'est assez variable. Le temps de montage d'investissement qu'il va falloir fournir en interne. On va dire si vous avez déjà un BP à moitié prêt ou des réflexions déjà initiées, si on parle par exemple d'un dossier French Tech, qui sont des dossiers relativement succincts, en tout cas relativement cadrés, et on parle de champs à remplir, etc. Donc, c'est plutôt sous forme de formulaire. Voilà, on va dire que vous pouvez y affecter 2 jours, 2 à 3 jours, et vous aurez monté votre dossier. Ça, je parle d'un point de vue avec un point de vue expert. C'est-à-dire que nous, c'est le temps qu'on va y passer. Donc après, il faut s'approprier les livrables, mais voilà un peu. Si on commence à parler d'innovation, d'InnovUp ou de tout dossier sur lequel il y a voilà, un templaire à remplir, mais qui n'est pas beaucoup moins formalisé que la French Tech, là, le temps peut être beaucoup plus long. Surtout qu'il va falloir penser donc, à tout l'aspect corporate, donc présenter son entreprise. Mais encore une fois, c'est un exercice qui peut être très bon à tenter une première fois parce que ça va vraiment vous contraindre à vous poser des questions et à définir énormément de choses que vous n'avez peut-être pas encore définies, même si vous avez l'impression d'avoir écrit déjà un manifeste, pensé à votre raison d'être, etc. On est très loin du niveau d'information qu'on doit fournir dans un dossier de financement. Donc, sur l'aspect corporate, ça va être vraiment une étude de marché assez poussée. Ça va être comment je me positionne sur ce marché-là. Ça va être la présentation aussi des ambitions on va dire, de développement et de la stratégie de développement. Et ensuite, sur l'aspect innovation, voilà, il y a aussi toute une présentation du projet à présenter, aussi bien sur les objectifs, le contexte, à quel on va dire, enjeu je réponds et comment je vais décrire toute la démarche que je vais mettre en place pour pouvoir développer mon produit. Donc là, on peut atteindre des temps de montage qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus lourds. Et plus on va monter sur des dispositifs, on va dire InnovUp, du programme d'investissement d'avenir, etc. Là, on peut obtenir des temps de montage qui dépassent la semaine. Donc après, voilà, c'est des questions qu'il faut... il faut au minimum participer au montage. Si ce n'est pas vous qui le faites, il faut au minimum le premier dossier, il faut que vous le montiez, vous posez les bonnes questions. C'est vraiment très formateur et ça va vous servir pour la suite. Donc ça, c'est pour l'aspect vraiment montage. Donc le temps de montage va être proportionnel au montant demandé. Alors après, le ratio, il est très dépendant de la personne, mais ça va varier entre 2 jours et 10 jours si vous allez ou même 15 jours si vous allez sur un financement européen. Là, on parle de semaines de montage. Voilà, c'est quand même assez lourd. Donc voilà pour l'aspect administratif, la gestion. Et après, pour l'aspect administratif, on est généralement BPI décaisse 70%, entre 50 et 70 en fonction des dispositifs, à la signature de la convention de financement et le solde à la clôture du programme. Généralement, sur des dossiers French Tech ou InnovUp, faisabilité, on est sur des durées de projet autour de l'année maximum. Donc voilà, entre le démarrage, la signature de la convention, qui est d'ailleurs qui va être signée généralement au mieux 4 mois après le dépôt du dossier. Vous allez obtenir le premier financement, le premier décaissement, et donc après le suivant à la clôture, qui va être généralement, on va dire, qui va suivre 2 à 3 mois après la clôture du programme, le temps que BPI également instruise tous les justificatifs que vous allez fournir, que ce soit en termes de facture, en termes de dossier, et va vous décaisser les fonds et aussi 2 à 3 mois après la clôture du projet. Donc,
entre les deux décaissements, il va y avoir 1 an, mais ça va être décalé par rapport au projet, de 3 à 4 mois. Et il me semble que ça peut être aussi même encore plus long quand on vise au niveau européen. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans, je crois. Ah oui, alors là, après, oui, sur d'autres dispositifs, même là, je vous parle, c'est vraiment 4 mois, c'est des délais quand même qui sont relativement ambitieux, courts, clairement. Là, en moyenne, par exemple, alors 2020 était une année particulière, mais 2020, certains de nos clients ont reçu leur premier versement de BPI 6 mois après le dépôt. Donc voilà, il faut être patient. Il ne faut pas forcément compter sur les premiers versements de BPI pour financer les premières dépenses. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Et il va falloir demander un report de programme. Donc ça se fait, mais ça ne va pas être forcément très confortable. Et après, le time to market, il va être aussi décalé d'autant. Donc voilà, il faut prendre aussi en compte le fait que les financements publics sont des financements intéressants, ils ne sont pas dilutifs, voilà. Mais en contrepartie, on a des organismes publics en face, donc avec voilà, toute l'inertie qu'ils peuvent avoir. Et donc voilà, il faut être assez patient au niveau du versement des sommes. Oui, c'est ça. Donc, quand on fait ce genre de demande de subvention, il faut toujours garder en tête qu'il y a un décalage pour bien prévoir sa trésorerie, Voilà, le temps que ça arrive, etc. exactement. C'est pour ça que c'est là aussi dans le plan de financement. Il faut que vous, alors donc là, on vous donne les informations, mais généralement, c'est aussi bien d'avoir justement ce genre de sensibilité, parce que dans le plan de financement, effectivement, il faut pouvoir avoir la trésorerie nécessaire pour financer les 3 à 6 mois entre le moment où vous allez engager les premières dépenses et le moment où vous allez toucher le premier versement de BPI.